Francis Groff, bonjour. Bonjour Antonio. Parlez-nous de votre vie avant celle de romancier. Vous étiez... Je pensais qu'on en avait pour 4 minutes, mais là on est mal parti. 4 fois... Voilà, non. L'affaire est très simple. Je n'ai eu qu'un métier dans ma vie. J'ai été journaliste pendant plus de 40 ans. Voilà. Et ombudsman aussi, à la ville de Charleroi. C'est vrai, je l'ai oublié, oui effectivement. Pendant 6 ans, j'ai eu cette mission d'ombudsman de la ville de Charleroi. C'était une grande première en Belgique. Un métier passionnant, mais un métier de conflit. Un métier qui consistait à essayer de régler des litiges entre les citoyens et l'administration communale. Est-ce que cela vous a inspiré pour vos romans dont nous allons parler dans la suite de cette interview? Non, le métier d'ombudsman, certainement pas. Par contre, le métier de journaliste est un métier où vous êtes une sorte d'éponge. Donc vous accumulez pendant des années des souvenirs, vous rencontrez des gens, vous accumulez des anecdotes et autre chose. Je suis un peu gêné par votre regard qui part vers la caméra. Bref, le métier de journaliste est un métier qui effectivement vous rend sensible à un tas de choses et vous donne accès à un nombre important d'expériences. Et donc vous en tirez toujours une sorte de substantifique moelle pour écrire vos romans. Alors, puisque nous parlons de vos romans, nous commençons par le premier. Je dois le prendre et le que vous allez montrer un peu plus haut. Voilà, c'est bien. Mort sur la Sambre. Oui. Alors, qui êtes-vous allé assassiner par chez vous? Parce que je pense qu'on n'est pas loin de l'endroit où vous vivez. Effectivement, je suis Carolo. Et donc cette première histoire, Mort sur la Sambre, se passe dans la région de Charleroi, tout au long de la Sambre. Donc ça démarre dans un endroit un peu idyllique qui s'appelle l'abbaye d'Aulne, et puis ça se poursuit vers Charleroi, ces paysages industriels, etc. Et donc j'ai choisi ça tout simplement parce que je suis carologue, c'est une région que j'aime beaucoup, que je connais bien, mais par contre j'ai voulu situer mon action dans des endroits que les carolos eux-mêmes ne connaissent pas nécessairement. À titre d'exemple, un bateau-chapelle qui se trouve à Marchienne-au-Pont, qui est connu d'un certain nombre de personnes de l'endroit, mais même ces personnes n'ont jamais été à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce genre de choses que j'ai voulu un peu présenter, côté un peu mystérieux qui peut se présenter dans une région comme celle de Charleroi. Je travaille pour une collection qui demande d'écrire des romans, donc c'est la collection Noir Corbeau chez l'éditeur Oerich, qui demande d'écrire des romans ou d'avoir des actions qui se passent dans un certain nombre de villes en Belgique. Personnellement, j'ai commencé avec Mort sur la Sambre, dont vous venez de parler, ça se passait à Charleroi. Et puis après ça, j'ai été un stade plus loin, j'ai été à Namur, puis maintenant je suis à l'Arbinge. Donc j'ai dit que je ne compte pas, à ce stade-ci, revenir sur la ville de Charleroi ou sur la région de Charleroi. Disons que ça n'est pas prévu pour l'instant. Il reste d'autres villes en Wallonie ou à Bruxelles où je pourrais me projeter. Alors, parlons un petit peu de Stanislas Barberian, et pas Barbarian comme j'ai tendance à le dire et à l'écrire dans les petites critiques. Bon, c'est un carolo, ça je peux comprendre, mais pourquoi le faire vivre à Paris? Alors, Stanislas Barberian, il faut croire qu'on a tous dans la tête quelque chose qui n'est pas toujours très net. Je me suis rendu compte, après avoir écrit le premier bouquin, Mort sur la Sambre, je me suis rendu compte que oui, on devrait peut-être expliquer que mon héros, Stanislas Barberian, est en fait un bouquiniste. Donc en 2 mots, je m'adresse à la caméra. Stanislas Barberian est un carolorégien, donc un type qui est né à Charleroi, qui a fait ses études à Liège. Il a été à l'université de Liège, en faculté de lettres. Et puis il a complété ses études par une petite année, une spécialisation en littérature du Moyen-Âge. Et puis le fait, et j'en viens vers vous, Stanislas a eu envie de respirer un peu, il est parti à Paris, dans une librairie, parce que son oncle, d'origine belge, tenait une librairie, et de fil en aiguille, il s'est plu à Paris, et il a créé une bouquinerie. Donc Stanislas vend des livres rares, achète des livres rares, et c'est ce qui fait qu'il voyage en France et en Belgique constamment, et qu'il se trouve mêlé à un certain nombre de situations. Donc Stanislas a évolué, il est parti en France, c'est exact, il vit à Paris, c'est vrai, mais 2 à 3 jours par semaine, il vit quand même à Bruxelles, enfin en tout cas en Belgique, et il a d'ailleurs comme compagne une bouquiniste qui tient une bouquinerie de classe aussi, dans le quartier du Sablon à Bruxelles. Alors,
après avoir visité la Sambre dans la région de Charleroi, vous nous entraînez un petit peu plus loin. On est toujours du côté de la Sambre, mais là où elle rencontre... Au confluent. Où elle rencontre la Meuse. Je le montre aussi. Oui, s'il vous plaît. Je me tourne vers la caméra. Voilà. C'est toujours moi. Vaderetro Félicien. Alors ce Félicien, c'est loin d'être un inconnu. Alors Félicien, c'est Félicien Rops, que vos auditeurs ou téléspectateurs connaissent peut-être. C'est un artiste immense. Félicien Rops était un graveur, un lithographe namurois qui a vécu au XIXe siècle. Et c'est un homme qui a eu une vie, il a vécu 40 vies en fait. Mais il a toujours évolué dans un univers assez sulfureux. On l'appelle le pornocrate et ce n'est pas pour rien, je l'ai dit. Il avait une vision assez laïque des choses. Il fustigeait la religion, il fustigeait les prêtres et tout ce qui tourne autour. Il vivait avec 2 femmes. À la fin de sa vie, et même, oui, même. Il a notamment vécu avec 2 sœurs à Paris, avec qui il a eu 2 enfants d'ailleurs, l'un avec l'une, l'autre avec l'autre. Mais c'est aussi un homme qui a perdu, donc il a connu 3 femmes, en tout cas avec qui il a eu des enfants, et il a perdu 2 enfants sur 4. Donc c'est un homme qui à la fin de sa vie a vécu des choses assez difficiles. Il a aussi été blessé, donc j'expliquais que il faisait de la gravure, de la lithographie. Et il a en fait été blessé par un jet d'acide. Il a reçu un jet d'acide dans l'œil. Et donc sur la fin de sa vie, cet homme qui était un artiste profond a compris qu'il risquait de mourir et de perdre en fait ce qui était la chair de son talent. Et donc j'imagine dans ce livre Vaderetro Félicien, j'imagine qu'un chercheur, un professeur d'histoire namurois qui écrit une biographie de Rops, j'imagine qu'il met la main sur un manuscrit secret, une sorte de journal intime que Félicien Rops aurait écrit à la fin de sa vie. C'est-à-dire au moment où il ne va pas bien, Rops qui a toujours critiqué Dieu, la religion, etc., il ne va pas bien, il sent que la mort s'approche, ça va être la fin, et donc est-ce qu'il se rapproche ou pas de ce genre de choses? On ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que ce n'est plus le Rops qui était très dur, qui était caricatural d'avant. Et donc, ce professeur retrouve un manuscrit écrit par Rops. Ce professeur qui était surnommé Vercingétorix par ses élèves à cause de son physique. Vous avez quand même, c'est un minimum. Et donc, c'est vrai que donc, ce vieux professeur d'un Athénée namurois qui s'appelle Athénée Boves met la main sur ce qui est peut-être un manuscrit de Félicien Rops. Et donc il fait appel à mon personnage qui était un bouquiniste mais était aussi devenu un spécialiste qui travaille pour des catalogues dans des, comment dirais-je, des sociétés de vente aux enchères, etc. Donc c'est quelqu'un qui s'est forgé une réputation au sein de ce milieu. Et c'est vrai que mon vieux professeur, Vercingétorix, fait appel à Stanislas Barbarian en lui disant « Venez et authentifiez-moi ce manuscrit ». Les 2 hommes n'auront jamais l'occasion de se rencontrer puisqu'un crime atroce va être commis. Et nous n'en dirons pas plus. Et nous n'en dirons pas plus, si ce n'est que Vercingétorix va quand même trépasser dans des conditions assez difficiles. Moi je pensais qu'il était mort il y a 2000 ans, mais bon... soit... On ne parle pas du même. On parle... Ah bon, je le croyais parce que le physique avait l'air de correspondre à l'image qu'on s'en faisait au 19e siècle, puisqu'apparemment dans les dernières études, il n'aurait pas été étonnant qu'il soit glabre, ayant été élevé à la romaine. Pourtant, on le représente. Oui, mais non, ça c'est une image du 19e siècle. Il fallait que l'on distingue très clairement les Romains des Gaulois, et voilà. Alors, on va aborder le 3e livre. Moi, je serais ben chou. Je pense que je vous en voudrais à mort parce que vous sabotez le carnaval de Binche, rien de moins que ça. Et alors, pardon, vous n'y allez pas de main morte parce que vous assassinez 2 personnes. Exact. Et qui sont ces 2 personnes? En fait, j'assassine un Gilles. Tout le monde sait ce qu'est un Gilles. Ah ben, un Gilles, mais oui, non, c'est assez audacieux. C'est assez audacieux. Certains m'en veulent d'ailleurs. Ah. J'assassine un Gilles et j'assassine son tamboureur. Alors en 30 minutes, en 30 secondes, je me retourne vers la caméra. Tout le monde sait ce qu'est un Gilles. Par contre, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'un Gilles à Binche ne peut se déplacer d'un point à un autre. Dès l'instant où il quitte sa maison, il ne peut jamais se déplacer en marchant ou en cheminant. Il faut toujours qu'il soit accompagné d'un tambour
c'est ce qu'on appelle un tamboureur, et il faut toujours qu'il se déplace en claquant des sabots et en dansant. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'ici, on est vers 4h, 4h15 du matin. Les gilles font ce qu'on appelle un ramassage, c'est-à-dire qu'on passe chez l'un, chez l'autre, et on rassemble les gilles au centre de la ville pour démarrer le carnaval vers 6h15, 6h30. Et il se fait qu'ici, mon gile est le tout premier de la liste. Son tamboureur vient le chercher, il sort, on entend les claquements de tambour, il est 4h15 du matin, ils sortent. On est au mois de février, donc il fait mauvais, et le sol est gelé, on entend les claquements des sabots, et puis à un moment tout s'arrête, et mon Gilles se fait assassiner, ainsi que son tamboureur. Pas bien. Voilà. Pas bien. Et que vient faire Stanislas dans l'affaire? Parce que... Alors Stanislas Barberian, donc notre héros principal qui est toujours bouquiniste, est simplement venu voir un monsieur qui est collectionneur, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais enfin, un monsieur qui est président d'une société de Gilles à Binche, il y en a une quinzaine je pense, et ce monsieur l'a invité quelques jours auparavant, avant le Mardi Gras, le samedi précédent, pour lui vendre un lot de livres. Et donc les deux hommes ont sympathisé, et Stanislas dit, mais c'est extraordinaire, moi qui suis Carolo, je suis venu à Binche voir le carnaval, j'ai vécu le carnaval, mais il y a 25-30 ans d'ici, je ne m'en souviens plus. Et tout simplement, ce collectionneur qui est aussi président d'une société de Gilles me dit, mais venez mardi matin et je vais vous faire revivre ce qu'est le carnaval. Mais le carnaval vu des coulisses, c'est-à-dire vu au départ d'un Gilles et en suivant un Gilles toute la journée. Et il se fait qu'au moment où Stanislas boit le champagne vers 4-5 heures du matin, on apprend qu'un Gilles a été assassiné. Ah, ça, c'est vraiment pas de chance. Il n'aura pas profité de son dernier carnaval. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, petit mot. Votre Stanislas en question, quelles sont ses relations avec la police? Alors, Stanislas Barberian, il y a deux manières de le présenter. La première est toute simple. C'est un type qui n'a rien à voir avec la police. Stanislas est je l'ai dit, un bouquiniste. Il circule en Belgique, en France, il va à la rencontre de clients, de gens qui lui proposent des lots, donc il rencontre des collectionneurs, il va à gauche, à droite. Il est allé à Charleroi, il est allé à Namur, il est allé à Binche, et il se fait qu'il a un don particulier. Partout où il se présente, il se retrouve mêlé, directement ou indirectement mêlé à un crime. Ça, c'est la première explication. L'autre explication, pour ceux de vos auditeurs, spectateurs, qui se souviennent d'une série française qui s'intitulait Le sang de la vigne, avec Pierre Arditi, c'est un petit peu le même personnage. Donc c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les services de police, qui se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment et qui est mêlé à une enquête. Il se fait que Stanislas n'a pas les yeux en poche, c'est un type qui a déjà une certaine expérience de vie et il repère des choses qui clochent, comme on dit à Bruxelles, hein, je pense que je l'ai bien dit. Là, donc voilà, il sent des choses qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas normales, et donc il entame, comme c'est un type curieux, il entame lui-même sa propre enquête. Alors ses rapports avec les flics, les policiers officiels, délicats. Parfois, il dit à un policier officiel, voilà monsieur, je pense avoir constaté que ceci, que cela. Le policier qui est lancé dans son enquête avec ses procédures, son juge d'instruction, etc., accepte la remarque ou ne l'accepte pas, mais souvent, Stanislas, qui est un monsieur comme vous et moi, qui ne dispose donc d'aucun caractère de police, qui ne dispose d'aucune autorité, lui, il ne suit pas des procédures. Il voit quelque chose qui lui paraît anormal, il suit en fait son instinct, il fonce. Et il a raison. Tout ça pour dire qu'à certains moments, donc il est confronté, et les enquêtes officielles sont menées par des gens qui sont des officiers de police judiciaire de la police judiciaire fédérale, mais lui, il n'est pas tenu par ce genre de choses. Donc, de temps en temps, il est, disons, en conflit. Il montre à ses policiers officiels qu'ils ne sont peut-être pas partis dans la bonne direction. Donc, on a de temps en temps un conflit. Dans le dernier, qui s'appelle Orange Sanguine, les choses se passent plutôt bien, mais disons qu'il y a toujours un petit antagonisme entre la police officielle et lui. Pour la petite histoire, les scénarios que je développe dans mes bouquins ont été revus et par un policier et par un magistrat. Donc,
comme ce sont des gens, je vous l'ai dit, comme Stanislas Barberian, je vous l'ai dit, ne dispose pas de pouvoir judiciaire, il est toujours sur une espèce de crête où il ne faut pas qu'il tombe, on doit rester dans le vraisemblable. Et tout ce qui est raconté ici, même si ça flirte parfois, c'est parfois un peu en délicatesse avec les procédures officielles, tout ce qui est écrit ici est plausible. Et ça, je tenais à ce que ça le soit réellement. Et c'est pour ça que dans le premier, vous assassinez un magistrat. En fait, je ne l'assassine pas. Dans le premier, Mort sur la Sambre, c'est justement là où on montre le talent de Stanislas. Stanislas a fait de la plongée sous-marine. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il vient voir un collectionneur. Ce collectionneur habite l'abbaye d'Aune, en bord de Sambre. Ils font affaire, ils mangent un morceau, on fume un cigare, on boit quelques alcools, on descend, on fait une petite promenade apéritive. Et alors qu'il marche sur les berges de la Sambre, ce collectionneur qui dans la vie est un procureur du roi lui dit « Mais vous n'imaginez pas, il y a 2 jours ici, un de mes juges d'instruction est mort, une malheureuse chute, voilà, c'est classé sans suite, un accident terrible, ça s'est passé vers 6h30 du matin, l'eau était à 1 ou 2 degrés, il est mort, choc thermique. » Stanislas, qui a été plongeur dans une autre vie, repère, je ne vais pas vous dire quoi, repère flottant sur la Sambre un élément qui lui fait dire à ce procureur « Monsieur, moi, ces affaires ne me regardent pas, mais je pense que vous devriez tenir compte de tel élément, je pense que ce n'est pas un accident. » Alors ça paraît assez curieux comme ça, mais si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi j'en parle. Et donc c'est cet esprit curieux de Stanislas qui fait qu'il va toujours aller chercher la petite chose à l'instinct, et c'est finalement lui qui va faire éclater la vérité. Donc un magistrat dans le premier, assassiné. Oui. Dans le deuxième, vous assassinez un enseignant pensionné. Quoi, vous avez été chargé par le ministère des Pensions de réduire la note ou... Excellent. Ouais. Et dans le troisième, un Gilles et son tamboureur. Bon, je n'ose pas vous demander qui vous allez assassiner dans le quatrième. Peut-être un instituteur. Ah, un mais enseignant, vous avez déjà... ça vous ferait plaisir. Vous avez déjà assassiné un enseignant, Oui, même retraité dans le deuxième. On va s'arrêter là. D'accord. Hein. Mais par contre, il y a un personnage qui revient dans les trois, une certaine Martine. Ah, Martine. Martine, la malheureuse, elle ne voit pas beaucoup son Barberian parce qu'il met son nez dans des affaires qui ne le regardent pas et elle l'attend. Alors, je me retourne, petite minute didactique pour la caméra. Stanislas Barberian, qui vit à Paris, je l'ai expliqué tout à l'heure, a une copine qui a le même métier que lui, mais qui vit à Bruxelles et qui tient elle aussi une bouquinerie au Sablon à Bruxelles. Et donc Stanislas, de fait, chaque semaine s'arrange pour venir la voir, soit le vendredi, le samedi, le dimanche, passer 1 ou 2 nuits ici à Bruxelles. Donc il se donne un peu de bon temps, il fréquente les restaurants de la capitale que vous connaissez mieux que moi. Et voilà, donc, et comme elle fait le même métier qu'elle, voilà, donc parfois ils se croisent, parfois ils vivent quelque chose ensemble, parfois Stanislas est tout à fait indépendant, je vais dire. Il faut dire que sa copine Martine est une fille qui a du caractère, c'est une fille qui a 43-44 ans, très saine. Mais justement, elle a du caractère. Moi, je m'attendais petit à petit à la voir intervenir dans les découvertes, puisque je n'ose pas utiliser le mot enquête, de Stanislas. Or, elle reste très discrète. Vous comptez un jour la faire évoluer ? Alors, Antonio, il y a 2 manières de vous répondre. Soit vous lisez là-dedans, soit... En fait, on me reproche d'être un peu macho. On me prétend, donc plusieurs, mais quand je dis plusieurs, un certain nombre de lecteurs, et surtout de lectrices, disent que je ramène toujours dans les bouquins, ce qui est faux d'ailleurs. Le dernier bouquin, Orange sanguine, prouve que, enfin bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, que je ne ramène pas les femmes à un rôle de potiche, mais effectivement et très sérieusement, on m'a reproché la chose. Donc, parmi ces dames ou ces femmes que je fais intervenir, on me dit, mais elles n'ont aucun rôle, ce sont des personnages secondaires. Voilà, donc j'ai compris la leçon, et en tout cas pour le prochain, Martine, la copine, la compagne de Stanislas, aura un rôle un peu plus important. Alors, comme j'ai lu tous les livres à ce jour parus dans la collection Noir Corbeau, je vois qu'il y a pas mal de clins d'œil qui s'adressent à d'autres auteurs de la même collection, puisque Stanislas est souvent attendu à Liège dans une librairie spécialisée dans le Maigret pour aller boire du...
Du Bourgueil, non, c'est pas du Ah, Bourgueil, non. c'est un côte du Rhône, mais Gigondas. Du Gigondas. Voilà. Et puis. Question piège. Oui. Me prendre J'aime bien comme ça. ça En traître. au troisième Oui, café. c'est J'aime pas beaucoup. sympa. Et puis, il y a également des allusions qui sont faites à Louvain-la-Neuve. Ouais. Alors, peut-être pourriez-vous citer le titre des deux auteurs. En tout cas, voilà, donc les deux auteurs, voilà, c'est un petit pari, c'était une sorte de private joke entre nous. Nous étions au départ 3 auteurs. Ziska Larouge, qui a écrit... La petite fugue, la grande fugue, je ne sais plus si c'est Beethoven en tout cas. Voilà. Christian Liebens qui a écrit Les Saints des Saintes et moi-même qui ai écrit Mort sur la Sambre. Et donc c'est vrai qu'on s'est pris au jeu, on s'est dit tiens ce serait bien de citer nos personnages. Ça donne plus de crédibilité encore pour celui qui lit tout ce qui paraît chez Noir Corbeau. Les choses font que je suis le seul à avoir Oui, cité les deux autres jusqu'à présent, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Bon, c'était une petite audace littéraire, mais c'est sans importance. C'est amusant. On croise les personnages. Difficulté en ce qui concerne donc la Grande Fugue, c'était la Grande Fugue, ça me revient, de Ziska Larouge, c'est contemporain. Par contre, Les Saints des Saints de Christian Liebens, ça se passe dans les années 94-95. Moi, mon personnage à 45 ans, on est en 2019 à ce moment-là, c'était un peu plus difficile de mettre les choses ensemble. Mais voilà, c'est un petit challenge qu'on a réalisé entre soi, qu'en tout cas moi j'ai réalisé, mais je pense que les choses en resteront là. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de nouveaux auteurs qui rejoindront la collection Noir Corbeau? Absolument, donc il y a déjà un couple d'auteurs, enfin un couple pas dans la vie, mais 2 auteurs qui ont sorti un nouveau titre. Dumont Dupuis, Une mort pas très catholique. Voilà, Une mort pas très catholique. Et donc ces 2 nouveaux auteurs qui d'ailleurs ont fait un super boulot, je conseille la lecture de Une mort pas très catholique. Et donc c'est ces 2 auteurs qui viennent s'ajouter aux 3 premiers et qui ont fait un super boulot. C'est d'autant plus difficile que c'est un roman qui est écrit à 2 mains. Enfin, oui, ils ont à l'habitude 4 de mains, travailler ensemble. à 4 mains. Oui, mais plutôt dans un domaine de nouvelles, je pense. Oui, qu'ils c'est ça. écrivaient des nouvelles. L'un est éditeur et l'autre Voilà. est auteur. Exact. Et donc voilà, ça s'est fort bien passé. Le résultat est, en tout cas, je pense, prometteur. Et alors, petit scoop, un nouvel auteur va apparaître d'ici quelques semaines, qui s'appelle Christian Josten, et qui va créer un nouveau personnage. Et voilà, ça va se passer en Ardennes, et ça devrait normalement être publié septembre-octobre. Est-ce que Weyrich vous a demandé de varier les différents endroits où votre personnage va montrer qu'il a beaucoup de jugeote, de sagacité et éclaircir bien des mystères? Olivier Weyrich ne me l'a jamais demandé, mais je dirais que c'est tacite. On en parle depuis toujours. Et je dis, dans mon esprit, il est clair que je vais aller de ville en ville, raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'on ne va pas revenir à Charleroi maintenant. Parce que dans ce qui est paru à ce jour, nous avons Louvain-la-Neuve, nous avons Bruxelles et plus particulièrement Ixelles, nous avons Charleroi, votre première aventure, nous avons Namur, nous avons Binche, nous avons Liège avec les Saints des Saintes, Oui, absolument. et donc nous allons avoir les Ardennes d'ici peu. Oui. À quel rythme est-ce que vous pensez, si vous avez la nouvelle, que Weyrich va enrichir la collection Noir Corbeau? Donc je pense que, mais je ne suis pas autorisé à le dire officiellement parce que je n'en sais rien. Ah oui. En tout cas, le livre de Christian Josten devrait en tout cas paraître septembre, octobre, novembre, à l'automne, on va dire, ça c'est certain. Y a-t-il d'autres projets? Je ne sais rien, sincèrement. En ce qui me concerne, le prochain sera publié au printemps 2021. Donc d'ici 6 mois, je veux dire. Vous allez nous faire languir aussi longtemps. Oui, ben voilà, c'est décidé, on en a discuté avec Olivier Weyrich, l'éditeur, et voilà, donc c'est dans les limbes et j'y travaille. Alors on va quitter Weyrich parce que je voudrais que vous présentiez à la caméra ce petit livre que vous avez écrit et que personnellement voilà, j'adore, donc Le destin d'Agathe Pinoche. Et là nous changeons d'époque puisque nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver où cela? D'abord, on va quitter la Belgique. On est en France, bon, dans un endroit peu importe finalement. On est en province française.
nous n'étions pas nés au moment où se déroule cette action-là, en tout cas moi pas. Merci pour moi. Je plaisante. Non, voilà, on est aux sorties des années 50, 60 par là, et voilà. Donc c'est quelque chose. Ceci est réellement un truc que j'ai fait pour me faire plaisir. Opuscule, édition Lamirois, ça fait 34 pages, je pense, 36 pages. C'est une grosse nouvelle. C'est une nouvelle qui fait, pour ceux qui s'y connaissent, 32 500 signes et espaces comprises. Et voilà, là on se fait vraiment plaisir. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un one-shot, pour utiliser un mauvais terme. Je l'ai fait une fois, je ne sais pas si je le ferai encore, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Là on est tout à fait en dehors de... Et c'est plus une recherche d'écriture. Voilà. Mais moi qui l'ai lu, j'en ai raffolé. Évidemment, on en demanderait d'autres. Oui, mais on comprend bien que c'est un one-shot, surtout que l'histoire est complète. Oui, bien sûr, c'est une nouvelle. Et Bon, puis il faut savoir que l'éditeur, Lamirois, a décidé de ne plus permettre, c'est un choix personnel qu'on peut comprendre, ses auteurs, donc ce sont des petits bouquins qui paraissent 4 fois par mois. Donc, tous les vendredis matin, depuis près de 2 ans, il sort un opuscule comme celui-ci. Et c'est super sympa, c'est très joliment fait, c'est du travail, c'est fait par la Maison de la Poésie de Damet, donc c'est un bel objet. Mais pour des raisons qui lui sont proches, l'éditeur Lamirois a décidé que maintenant, un auteur ne peut plus écrire une deuxième nouvelle. Je peux parfaitement comprendre. Je pense qu'il reçoit beaucoup de manuscrits et je pense qu'il a envie de diversifier un peu. C'est un peu dommage parce que j'aimais beaucoup, mais voilà. C'est son choix d'éditeur.